Bonsoir à tous. Pour la dernière présentation de la journée, je vais vous parler d'épidémie de rougeole. Un sujet qui ne paraît pas nouveau et qui est peu médiatisé, il est pourtant d'une grande et triste actualité. Nous sommes témoins d'une résurgence mondiale de la rougeole. En 2018, l'OMS a notifié 359 000 cas, le plus grand nombre depuis 2006. En 2019, 537 000 cas. La réalité est probablement largement supérieure car la rougeole est connue pour être sous-déclarée. Des flambées à grande échelle dans plusieurs pays ont alimenté l'augmentation globale de l'incidence dans toutes les régions, la plus touchée étant la région africaine. Dans les pays à faible revenu, le faible accès à la vaccination aggravé par des taux de natalité élevés continue de produire des épidémies massives. Un pays emblématique de cette résurgence, c'est la République démocratique du Congo. C'est cet exemple que je vais aborder. Néanmoins, d'autres pays ont été sévèrement touchés et ont demandé l'attention et les efforts d'épicentre, entre autres la RCA et le Tchad. La RDC souffre d'épidémies récurrentes tous les 2 ou 3 ans, avec des pics dont 182 000 cas en 2005, mais l'année 2019 est sans précédent, avec 311 000 cas, le plus grand nombre depuis la mise en place de la surveillance en RDC. Cette épidémie a débuté mi-2018 au Katanga et en province orientale. Au début de l'année 2019, le nord-est était touché et elle s'est ensuite étendue à toutes les provinces du pays. En 2 ans, 353 zones sur les 519 de la RDC ont été déclarées en épidémie. Depuis 2018 jusqu'à la fin déclarée de l'épidémie, début août 2020, 7 896 décès et 445 580 cas ont été notifiés. Cette épidémie a été longue et d'une ampleur inégalée. À la suite de cette présentation, nous allons questionner la réponse à cette épidémie. Nous allons d'abord étudier si, comme lors d'épidémies précédentes, les cas et les décès ont été sous-notifiés. En second, nous nous demanderons si, nonobstant la familiarité de la rougeole et la connaissance des épidémies de rougeole, la réaction a été rapide. Les troisième et quatrième points portent sur la vaccination. Des activités de vaccination supplémentaires ont couvert tout le pays. Fin 2019, nous chercherons à estimer leur impact. Puis, nous étudierons si la combinaison des activités de vaccination permet d'obtenir une bonne couverture. Cinquièmement, nous évaluerons si la prise en charge des cas pendant une épidémie permet de sauver des vies. Et enfin, nous nous pencherons sur les moyens mis en œuvre pour réagir à temps et cibler les zones et les actions. Non seulement les cas de rougeole sont souvent sous-déclarés, mais en outre, sa létalité est sous-estimée. En effet, si dans les pays avec un bon accès aux soins, la létalité est de l'ordre de 0,2 à 0,3%, dans les pays où l'accès aux soins est déficient, le constat est beaucoup plus grave. Dans la zone de santé d'Yakuzu, nous avons estimé le taux d'attaque de la rougeole en population ainsi que la létalité. Cette enquête nous a permis de constater un nombre de cas 3 fois supérieur au nombre de cas notifiés et une létalité estimée à 4,2%, ce qui est une estimation cohérente avec des études antérieures. Nous avons procédé à 3 autres enquêtes de mortalité spécifique de la rougeole en RDC. Nous avons interpolé les taux de mortalité spécifiques estimés dans chacune des zones de santé à l'ensemble de la population de ces 4 zones. Dans chacune des zones où habitent entre 150 et 350 000 personnes, nous avons estimé de 1 000 à 4 000 décès dus à la rougeole. À Yakuzu, le nombre de décès notifiés par le système de santé représente 1/5 environ des décès estimés. Dans les 3 zones de santé, les 3 autres zones de santé, le nombre de décès notifiés est tellement négligeable qu'en fait, il n'est absolument pas comparable au nombre de réels de décès que nous avons pu estimer. La plupart des décès étaient des enfants de moins de 5 ans, soit 79% des décès. Ces enfants décédés représentent 3,7% des enfants de moins de 5 ans de ces 4 zones, soit environ un enfant sur 30 décédé de la rougeole ou de manière imagée, un enfant par classe. Enfin, on doit souligner que ces 4 zones ont été particulièrement touchées par l'épidémie, c'est pourquoi MSF est intervenu, mais des épidémies semblables ou plus importantes ont eu lieu dans de nombreuses autres zones de santé. Que ce soit MSF ou les autorités sanitaires dans les pays concernés, la réaction a été tardive. Si on prend l'exemple de la RDC, l'épidémie a été déclarée au niveau national plus d'1 an après son apparition. MSF a réagi dès 2018, mais la prise de conscience de l'étendue du problème n'a eu lieu qu'en automne 2019, entraînant un rebond d'activité. Au Tchad, on est surtout intervenu en 2020, alors que le plus grand nombre de cas a eu lieu en 2019. Dans l'ensemble, il est consternant de constater qu'une maladie aussi infanticide puisse se propager silencieusement. L'épidémie en RDC n'a connu un infléchissement
qu'après la mise en œuvre sur tout le territoire en 3 phases des activités de vaccination supplémentaires pour tous les enfants de 6 à 59 mois, cela en novembre à décembre 2019. Les vaccinations ont été préparées et réalisées rapidement, en général 5 jours pour toute une zone de santé. Néanmoins, les enquêtes en population que nous avons menées au Katanga, au Congo central, en Ituri, montrent des couvertures vaccinales supérieures à 80%. Un travail est en cours pour estimer à l'aide de modèles l'impact des AVS. Cependant, la courbe épidémique montre une nette baisse des cas après les AVS, en particulier sur les blocs 2 et 3, que vous voyez sur le graphique, ce qui est confirmé également par la diminution de proportion de cas de moins de 5 ans, qui est la tranche d'âge qui est ciblée par les AVS. Ces vaccinations ont été légèrement avancées, mais leur impact, et ça c'est heureux qu'elles aient été avancées, mais leur impact aurait été encore plus grand si elles avaient eu lieu 6 mois auparavant. Les campagnes vaccinales nationales sont mises en œuvre par les mêmes personnes et souvent dans les mêmes structures que les activités de routine. Et c'est probablement une limite de l'efficacité de cette stratégie. En effet, les enfants éloignés en périphérie des zones de santé sont parfois atteints par aucune des activités de vaccination. Cela, combiné à une forte natalité, augmente le pool de susceptibles. Dans la zone de santé de Yakuzu, l'enquête montre que, sur la base d'une couverture vaccinale de routine à 70%, la campagne de vaccination réactive, qui a elle aussi couvert 70% des enfants, n'a augmenté la couverture globale que de 10%, revaccinant des enfants déjà immunisés et laissant des parties du territoire très peu vaccinées. Nous travaillons actuellement, c'est ce qu'on voit avec les couleurs en fait sur les graphiques. On voit que les 2 premières parties sont la campagne et la vaccination de routine, et la somme des deux en fait recouvre les mêmes zones. Nous travaillons actuellement sur une enquête de séroprévalence dans les sites de vaccination pour estimer la couverture des enfants vaccinés et ainsi mieux comprendre le problème. Par ailleurs, des études sont en cours pour réévaluer l'efficacité vaccinale dans les conditions de terrain afin de tenter d'expliquer les épidémies persistantes dans certaines zones. Conjointement à la riposte vaccinale, l'accès aux soins est primordial pour sauver des vies. L'impact de la prise en charge est connu mais peu documenté dans la littérature scientifique. Dans la zone de santé d'Aketi en 2013, nous avions montré que l'accès aux soins primaires et ou secondaires réduisait le risque de décès par 3. À Yakuzu, nous avons observé une baisse de la létalité de la rougeole de 56% en population pendant la période où l'accès aux soins gratuits a été mis en place par la MSF et le ministère. Plus précisément, la létalité est passée de 6,9% avant la mise en place de la prise en charge à 2,4% pendant. Malheureusement, après la vaccination, les équipes ont quitté la zone et la létalité est remontée à 4,3%. La prise en charge ne réduit la mortalité que si l'accès aux soins est possible, même pour les populations éloignées. Au Katanga, on a constaté une augmentation de la mortalité dans les zones reculées avec peu d'accès aux soins. Sur cette carte, les points rouges représentent les centres de santé. On voit que plus on s'éloigne, plus la mortalité augmente. De même, à Aketi, au Bawele, en 2013, on avait assisté à une diminution de la mortalité en périphérie une fois que les soins primaires avaient été généralisés à toute la zone et qu'un système de référencement gratuit y avait été installé. Que ce soit pour la vaccination ou pour la prise en charge, la réactivité est un facteur essentiel pour contrôler l'épidémie et réduire son impact. La réactivité veut dire réagir le plus tôt possible et aussi au bon endroit. Compte tenu des limites de la surveillance, une analyse fine et poussée était nécessaire. En RDC, en RCA et au Tchad, Épicentre a coordonné le suivi épidémiologique. En se basant sur les données de surveillance, cas, décès et tests laboratoires, en intégrant les données collectées par MSF ainsi que les vaccinations et les autres données contextuelles, les épidémiologistes ont proposé des rapports hebdomadaires et des tableaux de bord dynamiques. L'analyse poussée, aidée par des outils statistiques avancés, a permis de dégager des zones prioritaires et ainsi d'orienter les opérations. Cette analyse des tendances nous a amené à réfléchir et à proposer des scores de risque épidémique par zone. Ce travail continue à être évalué et affiné. Pour réagir vite, il faut être alerté tôt et à bon escient. Une analyse effectuée sur 220 zones de santé, touchées par une ou deux épidémies, montre qu'entre le début de l'épidémie et le pic, il y a 12 semaines en moyenne, et que 50% des cas ont lieu avant le pic. Une riposte rapide peut donc être efficace. Néanmoins, il est important de bien détecter le début de l'épidémie et de ne pas mobiliser les moyens pour de fausses alertes. Les seuils d'alerte utilisés jusqu'à présent se basent sur une augmentation des cas durant 3 à 4 semaines consécutives. Nous avons constaté que ce seuil a une spécificité de seulement 71%. Ces fausses alertes peuvent décourager les équipes. En se basant sur un nombre de cas hebdomadaires de 20 cas ou un nombre de cas cumulés sur 3 semaines de 35 cas, on obtient une sensibilité légèrement supérieure et surtout, on augmente la spécificité à 88%. Cette amélioration permet aux équipes de mieux orienter leur opération.
Dû à la faible qualité de la surveillance, les alertes doivent s'accompagner d'explos rapides qui permettent, en visitant le terrain, de collecter le nombre réel de cas traités, souvent 2 fois supérieur au nombre de cas notifiés au niveau central. Ces explos rapides ont été entreprises à de multiples reprises et ont permis soit de découvrir des épidémies importantes, soit d'écarter des suspicions. Ces épidémies témoignent d'un fardeau causé par la rougeole toujours conséquent. Les vaccinations actives ont permis de contrôler des épidémies et les ABS ont accéléré la fin de l'épidémie nationalement. Il faut continuer à réfléchir, tester et proposer des moyens d'améliorer la couverture vaccinale. Les ABS ont prouvé leur utilité, cela doit être souligné, mais leur intervalle peut être questionné. La prise en charge des cas s'est avérée cruciale pour sauver des vies. Nous devons nous pencher sur les meilleures stratégies de déploiement afin d'être rapides, efficaces et efficients. Nos outils d'analyse et de visualisation se sont affinés. Cela, conjugué avec l'investigation sur le terrain, peut nous permettre d'être plus pertinents. Identifier et prioriser les zones à risque est nécessaire non seulement pour améliorer la réactivité, mais également pour prévenir des épidémies. Le travail entrepris sur ce sujet se poursuit. Pour conclure, la réaction à l'épidémie a eu lieu, mais elle a été tardive. Nous assistons maintenant à une baisse de l'incidence, mais cela ne doit pas diminuer notre vigilance et notre mobilisation, car cette période d'accalmie correspond à une phase interépidémique qu'il faut mettre à profit pour préparer, sinon prévenir les épidémies à venir. En clair, mon message pour cette fin de journée, c'est ne nous endormons pas. Beaucoup de monde ont permis ce travail. C'est pourquoi il m'est difficile de remercier tout le monde. Je citerai quelques-unes des personnes directement impliquées dans ces résultats, dans les résultats que je vous ai présentés. Je présente mes excuses à ceux que j'oublie. Les équipes terrain d'MSF, ainsi que Franck, Yves, Isa, Tania, Nicolas, le Vaccine Working Group, les épidémiologistes d'Épicentre, Brahima, Erika, Thomas, Augusto, Alessandro, Flavio, Anaïs, Birgit, Francisco, Claudia, le personnel du système de santé congolais avec qui la collaboration a été fructueuse, enfin, toutes les personnes qui se sont souciées de et mobilisées contre cette épidémie.